Bonsoir à tous. Alors, désolée pour ce retard inhérent à la situation actuelle. Pour commencer les réjouissances, je vais vous rappeler quelques consignes de sécurité Covid. Donc évidemment, ne pas enlever son masque, bien sûr le garder sur son nez, ne pas se lever, ne pas boire ni manger, garder ses distances. Pour ce qui est de la sortie, je vais vous demander de sortir par rang en commençant par les rangs les plus proches de la sortie. Donc premier rang, vous restez un petit peu et donc vous attendez que vos chers camarades aient commencé à sortir par l'arrière. Tout va bien se passer. Pour commencer, je voudrais remercier les donateurs pour la restauration de la momie, puisque grâce à eux, nous avons récolté 4 900 € qui ont permis cet été de restaurer cette momie, mais également un cartonnage, cette fois de momie d'adultes, qui ne provient pas du site d'Antinoé, mais qui est très intéressant aussi. Et avec la somme que nous récolterions jusqu'au mois prochain, puisque la campagne de mécénat s'arrête le mois prochain. Pardon ? Désolée. Donc si vous voulez continuer à donner pour la momie, c'est possible. Il y a quelques bulletins de dons qui restent et qui seront disponibles sur la table en sortant. Et donc les dons que nous récolterions dans les 3-4 semaines qui restent pour la campagne de mécénat permettraient de restaurer une fausse momie qui représente un Osiris végétant et qui était utilisé dans le culte d'Osiris, qui était enterré et dans lequel des graines germaient, symbolisant le renouvellement des saisons. Je voudrais également remercier Benjamin Moreno, le directeur d'IMA Solutions, basé à Toulouse, qui du coup a analysé les données numériques sur la momie, qui nous a fait donc un très beau mécénat de compétences et qui vous présentera ses résultats ce soir. Et je voudrais également remercier l'hôpital de Guéret, avec lequel nous avons eu aussi un beau partenariat pour scanner cette momie. Donc nous allons maintenant passer au vif du sujet, enfin, en parlant un petit peu de cette momie provenant d'Antinoé. Et donc je vais commencer un petit peu par vous parler du site égyptien. Pardon. Le site d'Antinoé, ou Antinopolis, est un site de Moyenne-Égypte qui se situe sur la rive est du Nil, à 300 km du Caire. Donc sur la carte, c'est ici, voilà, à peu près au milieu de l'Égypte. Et pour info, vous avez le Caire par ici, et vous avez Luxor par ici. Non, ça c'est Éléphantine. Bon, bref. En Moyenne-Égypte, vous avez le site d'Antinopolis. Ce site, il est surtout connu à l'époque romaine, puisque la ville appelée Antinopolis est une fondation de l'empereur Hadrien au IIe siècle après Jésus-Christ, en 130 exactement, postérieurement à la noyade de son favori Antinous dans le Nil, à cet endroit, et du coup c'est pour cette raison, je crois que ça ne marche pas très bien, c'est surtout pour cette raison qu'est connue cette ville. Mais au cours des fouilles, on s'est aperçu qu'il y avait également des vestiges du Nouvel Empire, particulièrement de l'époque ramesside, et notamment d'un temple dédié à Ramsès II, continue également sous Méramta, et donc qui était dédié à Khnum et à Thor, qui porte elle-même le titre de souveraine d'Héliopolis, qui se dit Anti-Nou-An en égyptien, et qui représente furieusement au nom d'Antinous, et qui aurait, d'après Albert Gaillet, était déterminant dans le choix de ce site pour implanter sa ville. Cette ville, elle évolue,
Et au nord-est du site, on a un foyer de peuplement qui porte le site de Bessa, qui est donc la ville du dieu Bès. Et c'est sur cet emplacement qu'a été fondée la ville d'Antinoé. Est-ce que je garde le micro ou pas? Parce que... Enlever le masque. Non, je ne peux pas enlever. Bon. C'est bon. Donc vous avez sur cette diapositive une reconstitution du site par Jean-Claude Golvin, qui est un dessinateur archéologue qui a également réalisé de nombreuses aquarelles sur de très nombreux sites antiques. Et donc vous voyez ici l'organisation de cette ville impériale avec notamment ici un cirque. Donc les fouilles d'Antinoé, elles commencent à la fin du XIXe siècle, en 1896, suite à l'envie d'Émile Guimet d'aller faire des fouilles. Émile Guimet, c'est l'héritier d'une famille d'industriels qui a notamment commercialisé le bleu outre-mer, qui leur a permis d'acquérir une fortune assez importante. Et Émile Guimet s'est passionné par les différentes civilisations et notamment la comparaison entre les religions. Et il s'intéresse particulièrement à la ville d'Antinoé puisqu'il pense que les vestiges trouvés sur ce site permettraient d'en apprendre plus sur la diffusion et le développement des cultes isiaques qui l'intéressent particulièrement. Il propose l'idée à Gaston Maspero, qui est à ce moment directeur du service des antiquités. Et Maspero lui propose le nom d'un de ses élèves, Albert Gaillet, pour réaliser ses fouilles. Albert Gaillet, vous pouvez le voir ici, sur cette photo, debout à gauche, en compagnie de Gaston Maspero, qui est assis ici à droite. Du coup, les fouilles auront lieu de 1896 à 1914 et elles seront financées par diverses institutions, beaucoup Émile Guimet, par l'intermédiaire aussi du musée qu'il fonde d'abord à Lyon puis à Paris, mais également par l'État français, par différentes sociétés d'archéologie et également par le musée des tissus de Lyon, enfin par la chambre de commerce de Lyon pour son musée des tissus, musée qui existe encore aujourd'hui et qui a une collection assez impressionnante de tissus coptes provenant d'Antinoé, puisque à l'époque a cours en Égypte le principe du partage de fouilles qui statue que le financeur de fouilles archéologiques bénéficiera de la moitié des découvertes et l'Égypte gardera la moitié des autres, enfin la deuxième moitié des découvertes. En fait, tout le matériel archéologique est séparé en deux lots et si l'État égyptien et le financeur ne se mettent pas d'accord, l'attribution des lots est tirée au sort. Ce principe du partage de fouilles aura lieu jusqu'en 1952, sauf pour un site que vous connaissez tous, qui est la tombe de Toutankhamon. Pour des raisons évidentes, il n'y a pas eu de partage de fouilles pour cette découverte exceptionnelle. Donc ce principe du partage de fouilles est la raison pour laquelle arrive en France un très grand nombre d'objets provenant d'Antinoé. En France, mais à destination de personnes très différentes, puisque vous avez à la fois une partie de ce produit de fouille qui appartient à l'État français en propre, puisque lui-même... Il faut mettre le micro très proche. Merci. Oui, c'est vrai, c'est mieux, pardon. Je me suis laissée... oui, donc, l'État français ayant financé lui-même une partie des fouilles, le matériel sera affecté à l'État français, mais il y aura également une partie de ce matériel qui ira à Guimet, mais aussi à certains banquiers qui ont financé les opérations, à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, à la Société française de fouilles archéologiques, etc., etc.
Ce principe de financeur-acquéreur, finalement, a un effet pervers qui est que Albert Gaillet, il va chercher à rentabiliser, entre guillemets, en allant très vite dans ses fouilles archéologiques et malheureusement en enregistrant peut-être pas assez les découvertes qu'il a pu faire. Et en plus, il cherche particulièrement ce qui va intéresser ces investisseurs, entre guillemets, c'est-à-dire des momies et du matériel funéraire un petit peu impressionnant. Il sait par exemple que le musée des tissus de Lyon, enfin la Chambre de commerce et d'industrie, cherche pour son musée des tissus, donc il va principalement s'intéresser aux nécropoles et du coup aux tombes qui contiennent des tissus coptes. Sur le seul plan qu'il a édité du site, vous pouvez voir certaines zones ici de nécropoles, en fait avec les dates auxquelles il les a fouillées. Et puisqu'on va bientôt en parler, notre momie aurait probablement été découverte par ici, au nord du site, dans une zone datant de l'Égypte ptolémaïque. L'Égypte ptolémaïque, puisqu'on va beaucoup en parler, c'est la période qui se déroule à partir de 332 avant Jésus-Christ, qui marque la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand. Juste en dessous, vous avez une estampe parue dans le Tour du Monde, qui est une revue, et qui donne une idée un petit peu du nombre de momies que Albert Gaillet a pu exhumer sur le site d'Antinoé. Il parle en 1903, donc 1903, il va rester encore 11 ans sur le site. Rien qu'en 1903, il estime avoir exhumé déjà 43 000 corps. Sur ces 43 000, il y en a une quarantaine qui arrivent en France, qui sont donc répartis entre les différents mécènes finalement d'Albert Gaillet. Et l'État français fait des dépôts, des envois de l'État dans divers musées, notamment au musée de Guéret, qui a reçu des peintures, des sculptures, mais aussi cette momie. Et ça explique qu'on ait des momies d'Antinoé dans énormément de musées, à Grenoble par exemple, à Châteaudun, à Guéret, à Boulogne-sur-Mer, etc., etc. Après chaque campagne de fouilles, Albert Gaillet rassemble le matériel qu'il a découvert pour l'exposer, soit au musée Guimet, soit ici au musée d'Henry, et montrer un petit peu, voilà, en contexte, pour rassembler dans une même vitrine tout le mobilier archéologique qui pouvait être associé dans un contexte funéraire, avant que ce mobilier soit dispersé pour les différents mécènes. Ici, une momie de femme, donc une momie d'adulte, de l'époque ptolémaïque, qui est particulièrement intéressante puisque elle a un nom, Nedjamati, et on sait qu'elle a été découverte dans cette zone nord dont je vous parlais en 1907, et c'est justement en 1907 qu'est découverte notre momie, dont je vous ai mis une petite photo ici. Et en fait, on peut remarquer ici que vous avez un masque funéraire qui est particulièrement ressemblant, que ce soit pour le traitement du visage, comme ça en brun, avec une surface dorée, ou les oreilles traitées comme ça en trait rouge sur un fond clair. Je vais maintenant commencer à vous parler de la momie d'Antinoé, puisqu'on en parle beaucoup. Mais maintenant, je vais en parler un petit peu plus précisément. Donc cette momie, on la conserve dans son cercueil, et on parle plutôt de cercueil quand il s'agit d'un contenant en bois, alors que le terme de sarcophage s'utilise en général pour les contenants en pierre. Bon, ça c'est une distinction d'égyptologue, mais voilà, vous le saurez comme ça. Donc cette momie, elle est découverte pendant la campagne de fouilles donc, de 1906-1907. Elle arrive en France en 1907 et elle est allouée à Guéret par l'arrêté du 2 juillet 1907 suite à un courrier du président de la Société des sciences de l'époque qui explique que le musée est en pleine rénovation et que du coup, ce serait vraiment le moment de bénéficier de dépôts de l'État.
Donc c'est dans ce cadre-là que cette momie d'enfant, mais également un masque funéraire et plusieurs étoffes arrivent au musée. Donc cet ensemble, il est constitué à la fois de la momie, décoré de 3 éléments de cartonnage, et donc du fond et du couvercle d'un cercueil. Le cercueil est en bois de cèdre peint. Le cartonnage, c'est un matériau particulier qui n'est pas du tout en carton. C'est un ensemble de couches de tissu ou de papyrus sur lesquelles est passée une très fine couche d'enduit, sur lesquelles on va peindre des scènes funéraires. Le cartonnage est surtout utilisé aux époques tardives, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Pour ce qui est de la décoration, hop. Donc sur le couvercle, vous voyez un collier qu'on appelle ousser, qui signifie large en égyptien, et qui est un symbole de protection et d'intégrité du corps. Juste en dessous, vous avez une déesse ailée tenant des plumes. Cette déesse, en fait, en le battant des ailes, elle va rendre le souffle de vie aux défunts. Et ici, son nom n'est pas marqué, mais c'est en général la déesse Nut qui est représentée. Juste en dessous, vous avez une scène de navigation funéraire, puisque une fois que que le corps était momifié, le défunt voguait en fait de l'est vers l'ouest, puisque les nécropoles sont normalement situées à l'ouest. Et c'est également le trajet que fait à la fois le soleil dans le ciel, mais également dans le monde souterrain, puisqu'il y a un cycle éternel entre le jour et la nuit. Et donc sur cette barque, qu'on voit ici, vous avez d'un côté Isis et de l'autre Nephthys, avec Anubis qui est en train de pratiquer les rites funéraires sur le défunt allongé sur son lit funéraire. Et Isis et Nephthys sont les deux patronnes, les deux sœurs d'Osiris et les deux patronnes liées au rite funéraire. Juste en dessous, vous avez une inscription qui concerne le dieu Osiris, comme peuvent le savoir mes élèves du cours des hiéroglyphes qui ont déjà vu tout ça. Et au niveau des pieds, ici, que vous ne voyez pas, vous avez deux canidés sur des chapelles, probablement la représentation d'Anubis ou d'Upuaout. Upuaout est beaucoup moins connu qu'Anubis, mais il lui ressemble beaucoup. Upuaout, ça veut dire l'ouvreur des chemins. C'est le dieu qui va vous accompagner dans le monde funéraire. Au dos du fond du cercueil, vous avez la représentation d'un pilier de jade qui est un symbole osirien et qui représente une colonne vertébrale. Ça veut dire à la fois être stable et intègre. Puisqu'on va le voir, être intègre, ça veut dire garder tous ses membres au bon endroit. Sur les côtés, vous avez la représentation des 4 fils d'Horus, qui sont 4 génies funéraires, qui sont chacun associés avec un organe. On en reparlera aussi tout à l'heure. Donc vous avez à tête de canidé Douamoutef, à tête d'humain Amset, à tête de babouin Hapi et à tête de faucon Kébésénou. Pour ce qui est du cartonnage, vous avez le masque funéraire. Ensuite, les quatre fils d'Horus, les 4 génies funéraires dont je viens de vous parler. Et ensuite, vous avez une scène très intéressante de momification avec une fois encore Isis et Nephthys dont je vous parlais, accompagnés d'Anubis, le défunt sur son lit funéraire et 4 représentations ici de Vascanope. La momie avait probablement un autre élément de cartonnage situé au niveau des pieds qu'on observe dans énormément de momies. Petite partie également sur les momies d'enfants. En fait, la momie du musée de Guéret, elle est particulièrement intéressante parce que les momies d'enfants sont plutôt rares proportionnellement au nombre de momies d'adultes qu'on a pu découvrir. Il y en a plus aux époques tardives du coup, mais donc notre momie est déjà assez originale de ce point de vue-là. Et elle est également de très très belle qualité. Vous avez pu voir les différents éléments qui la composent. Ici, vous avez à titre de comparaison une momie d'enfant conservée au musée de Châteaudun, provenant également d'Antinoé, qui se trouvait elle aussi dans son cercueil.
Vous pouvez remarquer que l'iconographie est légèrement différente. Je ne sais pas si vous voyez ici, vous avez aussi une scène de momification avec Osiris et le défunt sur son lit funéraire. Et vous avez 2 colonnes laissées blanches, donc cet enfant non plus, nous n'avons pas son nom, puisque l'un des grands drames finalement de notre momie d'enfant, c'est que son nom n'est pas inscrit sur son sarcophage. Donc nous ignorons comment cette momie s'appelait, d'où toutes les informations, d'où l'importance des informations que Benjamin a pu découvrir au cours de son analyse. Vous pouvez remarquer que sur ces momies d'enfants, on trouve d'autres éléments, enfin également des éléments de cartonnage de très belle qualité. Et vous avez ici un élément au niveau des pieds, également ici aussi. Donc c'est ce qui me fait dire que à Guéret, cet élément est probablement perdu. Alors, maintenant on va parler un petit peu des raisons de la momification. Pourquoi momifier finalement ? Cette importance de conserver le corps, elle est liée à la conception égyptienne de l'identité, enfin plutôt des composantes de l'individu. Pour les Égyptiens, il y a 5 composantes qui sont importantes, enfin 5 composantes de l'individu: le ka, le ba, le corps, le nom et l'ombre. Moi, je vais surtout vous parler du ka et du ba. Pardon. Le ka, c'est la figure que vous avez sur la droite, qui représente donc un humain avec les 2 bras tendus vers le ciel sur sa tête, qui est le hiéroglyphe qui signifie ka. Le ka, c'est la force vitale en fait. C'est ce que vous avez à l'intérieur qui va bouger vos membres. Et le ba, alors le bas, c'est aussi une force intérieure, mais qui, elle, ça a plutôt une idée de déplacement. C'est la partie mobile de ce qu'on a souvent traduit par l'âme, qui n'est pas exactement la même chose, puisqu'on ne peut pas plaquer des conceptions occidentales sur la mentalité égyptienne. Mais ici, vous avez 2 composantes importantes, très importantes de l'individu qui ont besoin de se nourrir après la mort. Puisque du vivant des gens, elles sont à l'intérieur de chacun. Au moment de la mort, ces entités se séparent, et donc vous avez le ba représenté comme un oiseau à tête humaine, le ka comme un humain avec ses 2 bras au-dessus de la tête, et du coup, ce sont ces deux entités qui vont avoir besoin d'offrandes, d'où le culte funéraire. Donc le culte funéraire, il est très important, c'est pour ça qu'on fait des stèles avec des formules d'offrande, mais c'est également très important de pouvoir s'incarner dans un corps, et un corps qui est celui du défunt. Donc on va conserver le corps. Sauf que si jamais pour des raisons X ou Y, le corps est détruit, du coup on fait des statues avec le nom, et le nom, enfin les hiéroglyphes ayant tellement valeur de réalité en Égypte que si vous prenez une figure humaine en inscrivant votre nom, ça devient vous en fait. Et donc les statues sont des substituts au corps, et d'où le nombre et l'importance des statues, en plus de l'importance de la momification des corps en Égypte. La momification est également liée au mythe d'Osiris. Je pense que plusieurs d'entre vous connaissent déjà ce mythe. Ce mythe, il est expliqué du début à la fin par Plutarque dans son essai intitulé sur Osiris et sur Isis, puisque les Égyptiens, en fait, n'ont jamais raconté ce mythe de manière totale, puisque relater la mort d'Osiris était quelque chose de trop grave pour en faire une histoire. Et en fait, donc, le mythe d'Osiris, c'est ça, c'est-à-dire que le frère d'Osiris, Seth, était jaloux d'Osiris, qui était du coup le roi d'Égypte, et du coup il l'assassine, et c'est son épouse et sœur Isis qui va rechercher le corps en fait d'Osiris, et donc le momifier. Elle, pour la première fois, elle fait acte de momification accompagnée d'Anubis, et elle va dérouler les rites pour lui redonner vie.
selon les versions, Osiris est soit mort noyé dans un sarcophage. En fait, Seth a fait faire un sarcophage. Il a dit à Osiris, est-ce que tu veux l'essayer? Il a l'air parfait pour toi. Alors forcément, il avait été fait exprès pour lui, donc c'est sûr qu'il était parfait. Une fois qu'Osiris a été couché dedans, il a mis le couvercle par-dessus, il l'a jeté dans le Nil, et forcément, après ça s'est pas très très bien terminé. Il y a une autre version qui dit que comme Osiris s'en était quand même tiré la première fois, du coup, de colère, la deuxième fois, Seth l'a démembré en 14 ou 42 morceaux, pour être sûr. Mais comme ici, c'était quand même une femme qui aimait beaucoup, beaucoup son frère et mari, elle a quand même été chercher tous les morceaux, elle a momifié, et donc c'est la deuxième version du mythe d'Osiris. Maintenant, on va parler un petit peu de momification et des différentes techniques. Et je voulais d'abord commencer par vous rappeler que l'histoire égyptienne dure 3000 ans. Donc, parler de la technique de momification, c'est un petit peu trop réducteur pour une civilisation qui a énormément évolué en réalité. Et on s'est aperçu ces dernières années qu'en fait, l'apparition de la momification n'était pas forcément liée à des momies spontanées, qui seraient liées à l'ensevelissement dans le sable qui aurait causé un dessèchement des corps, mais ce serait plutôt lié à des essais autour des parties qui se détachent le plus facilement, puisque quand la putréfaction commence, en fait, vous avez les mains, la tête et la mâchoire et les pieds qui se détachent en premier. Donc, les premiers essais de momification à base de bandelettes enduites de résine ont eu lieu sur ces parties du corps. Tout ça, ça se passe sur le site d'Hierakonpolis en 3600 avant Jésus-Christ. Donc, on est là au 4e millénaire avant notre ère. Et donc cette momification, elle est donc liée à la recherche d'une alternative à la putréfaction rapide dans un pays qui est très chaud. Sur la momification, on dispose finalement de peu de sources écrites et iconographiques, puisqu'on a surtout le texte d'Hérodote, qui est le plus connu, c'est dans ses histoires, qui décrit 3 catégories d'embaumement, de la plus soignée à la plus bon marché. Et pour information, la plus soignée correspondait à 33 ans du salaire journalier d'un ouvrier agricole. Donc pour vous dire que, en fait, on a beaucoup dit que la momification c'était très cher. Oui, pour les momifications les plus luxueuses, on va le voir, il y a énormément d'étapes, mais il y avait aussi, aux époques tardives, des possibilités de se faire momifier pour des tarifs défiant toute concurrence. Ce qui explique également le fait qu'on a énormément de momies des époques tardives par rapport aux momies de l'Ancienne ou du Moyen Empire, par exemple. Également parce que les techniques étaient peut-être moins abouties et que du coup elles se conservaient moins bien. On a également le témoignage de Diodore de Sicile. Donc Diodore de Sicile ou Hérodote sont deux écrivains qui ne sont pas égyptiens et qui en plus nous parlent des techniques à des époques très tardives. Pour ce qui est de l'époque pharaonique, nous conservons le rituel de l'embaumement qui est inscrit sur l'un des papyrus du musée du Caire. Mais celui-ci explique surtout, liste surtout les baumes de momification et les textes religieux à réciter pendant les opérations. Ce n'est pas réellement un manuel de formation pour devenir embaumeur. Et enfin, on conserve quelques papyrus médicaux et quelques archives d'embaumeurs de l'époque romaine, mais finalement assez peu de choses pratiques, mais ce qui s'explique
assez facilement, puisque finalement, pour embaumer, il fallait tester, quoi. Donc pour ce qui est des différentes étapes maintenant de la momification, qu'on a pu reconstituer à la fois avec quelques sources iconographiques et avec ce qu'on a appris sur les momies elles-mêmes, on sait que l'embaumement commençait donc par la toilette du corps pour purifier l'enveloppe terrestre du défunt. Ensuite, le cerveau était retiré par le nez, mais pas systématiquement. Ça se fait surtout à partir de la XVIIIe dynastie au Nouvel Empire. Ce qui se fait très rapidement, c'est ce qui est très connu, c'est ce qui s'appelle l'éviscération, pour retarder le pourrissement du corps, puisque ce sont les viscères qui se décomposent le plus rapidement. Pour cela, il y a une incision qui se fait dans le bas-ventre, entre 10 et 20 cm, pour permettre à l'embaumeur de glisser son bras jusqu'au coude pour couper les organes. Cette incision, elle se fait au moyen d'un couteau, un couteau rituel dont vous avez ici un exemple sur la gauche, conservé au musée du Louvre, et qui porte une image de Canidé, qui est probablement donc le dieu Anubis, et qui est également inscrit de formules magiques, puisque faire une incision est quand même une atteinte au corps, mais c'était nécessaire pour ensuite pouvoir enlever les organes. Cette pratique de la viscération, elle n'est pas systématique, surtout chez les enfants, et du coup, ça allonge énormément le processus de momification. Donc ça implique une momification de bonne qualité. Et ça implique également, pour celui qui la pratique, une connaissance anatomique interne du corps assez importante. Et ça montre que les Égyptiens, du coup, sans être de très grands chirurgiens, avaient cette connaissance, en fait, de l'anatomie interne des corps. Le cœur, lui, est laissé en place, puisque c'est le siège de la pensée et des sentiments. Et c'est lui qui est utilisé dans le cadre de la pesée de l'âme, pour prouver à Osiris qu'on s'est bien comporté sur Terre et donc qu'on mérite sa place dans l'au-delà. Les organes qui sont du coup enlevés, comme je vous le disais tout à l'heure, sont sous la protection des 4 génies funéraires fils d'Horus. Et donc ce sont les poumons, l'estomac, les intestins et le foie. Par contre, les reins, la vessie et l'utérus sont en général laissés en place. Les viscères sont soit placés dans une niche dans la tombe, dans un coffre à viscères ou des vases canopes, qui sont du coup les objets les plus connus qu'on voit sur l'image que vous avez sur la droite. Ici, vous avez 4 vases canopes. Mais en fait, les viscères n'étaient pas forcément replacés tout le temps dans ces vases canopes, puisque à partir de la 3e période intermédiaire, donc après le Nouvel Empire, un changement dans les pratiques funéraires s'opère et les organes sont replacés dans la cavité abdominale après avoir eux-mêmes été momifiés. C'est ce qui s'appelle les paquets canopes. À partir de la 26e dynastie, donc un petit peu après, en fait, on trouve chez les momies à la fois des paquets canopes, donc des viscères qui sont replacés à l'intérieur, mais également des viscères qui sont manquants et donc qui sont replacés dans les vases canopes, qui reviennent à la mode à cette époque-là. En fait, vous avez comme ça des modes dans les processus d'embaumement. Donc, des fois, les viscères sont laissés... Alors, selon aussi le tarif que vous mettez, soit les viscères sont laissés à l'intérieur, parce que du coup, voilà, ça fait partie du forfait, enfin, ça fait pas partie du forfait plutôt de les enlever, soit ils sont enlevés, momifiés et placés dans des vases canopes, soit ils sont replacés dans la cavité abdominale et on parle alors de paquets canopes. Pour avoir une momification plus rapide et meilleur marché, vous pouvez également utiliser un liquide astringent qui est injecté dans l'abdomen par les embaumeurs et qui va dissoudre les organes. Ensuite, on pousse très fort sur le ventre, tout s'évacue, et donc ça permet de ne plus avoir donc de viscères, donc d'avoir moins de problèmes de putréfaction et d'avoir une momification à bas coût.
Ça explique qu'on ait donc énormément de momies au premier millénaire. Ensuite, une fois que votre momie n'a plus de viscères, vous allez pouvoir la dessécher. Donc, pour la dessécher, on utilise le natron, qui est un mélange dessiccatif qui va permettre de sécher complètement les tissus. Ce natron, il n'est pas sous forme liquide, comme on a pu le penser pendant un moment. Il est vraiment sous forme solide, un petit peu comme du sel. Et le corps est laissé entre 15 et 40 jours dans le natron. Le corps est ensuite lavé pour que toutes les graisses soient évacuées et qu'on ait du coup plus qu'une enveloppe qui ne sera a priori plus attaquée par tous les insectes nécrophages qui provoquent également énormément de gaz et qui peuvent, si rien n'est fait, faire exploser en fait l'abdomen de la momie. Je vous le disais tout à l'heure, si jamais tout ça n'est pas fait assez rapidement, quand vous allez saisir votre momie, les mains, les pieds, la tête peuvent se détacher. C'est pour ça que je vous parlais d'intégrité, parce qu'il est très important de garder vos mains dans l'au-delà, de garder vos pieds, etc., parce que vous en avez besoin tout le temps. Et donc en fait, c'est aussi à ça que va servir la momification, c'est à pouvoir garder intacte votre enveloppe corporelle et du coup à rattacher, en fait c'est aussi le rôle des bandelettes, à rattacher vos membres au reste du corps. Après donc cette dessiccation, vous avez donc les bandelettes, opération qu'on voit ici, avec un prêtre embaumeur qui est souvent revêtu du masque à tête de chacal qui représente donc Anubis. Et cette opération de bandelettage, elle peut être là encore plus ou moins luxueuse. Vous pouvez avoir les doigts qui sont bandelettés individuellement, les pieds, chaque membre, ou alors vous avez quelque chose de beaucoup plus simple, voire des corps juste enroulés dans plusieurs épaisseurs de linceul. Vous avez une momie au Moyen Empire, la momie de Wa, qui avait énormément de couches de tissu. Il y avait 275 mètres carrés de tissu. Pour vous donner une idée, ça correspond à 38 draps de lit double. Et donc tout ça, c'était enroulé autour d'une momie. C'était une momie, alors paradoxalement, en fait, il y avait énormément de tissu, mais c'était une momie de pas très bonne qualité, qui n'est pas très bien conservée aujourd'hui. Ici, sur la tombe de Chai, une tombe du Nouvel Empire, vous avez l'une des étapes de la momification qui est l'onction du corps. Ici, en fait, ils ne sont pas en train de la bandeletter, ils ont des sortes de pinceaux parce qu'ils enduisent le corps avec tout un ensemble de baumes, à la fois pour donner un peu de souplesse à la peau, mais également pour la parfumer. Et ici, vous avez un ensemble de scènes de la tombe d'Amenéphopète, malheureusement mal conservées aujourd'hui, mais on conserve le dessin originel grâce à un relevé fait par un archéologue au début du XXe siècle, du XIXe siècle, pardon, et qui représente du coup diverses étapes de la momification. Notamment ici, vous avez le bandelettage qui peut être parfois, surtout aux époques tardives, de très belle qualité avec des bandelettes. Les bandelettes font en général entre 10 et 20 cm. Là, elles sont repliées en fait de chaque côté, ce qui donne des bandelettes plutôt fines, mais qui permettent de faire des motifs géométriques qu'on retrouve notamment au niveau des visages et qui sont caractéristiques des momies d'époque tardive. Et avec ces quelques images, je voulais évoquer un petit peu donc, le partenariat avec le centre hospitalier de Guéret et donc le transport de la momie qui a fait un petit peu sensation entre le musée et le centre hospitalier, même si c'est pas très loin. Et donc je voulais remercier encore une fois le centre hospitalier et donc Benjamin qui va maintenant vous présenter les résultats de ce scan. Je vous remercie.
Mettez l'écran. Merci. Donc bonsoir à tous. Je tenais tout d'abord à remercier Florence Diesson, directrice du musée de Guéret, ainsi que la ville de Guéret pour l'invitation à participer à cette conférence sur la momie d'Antinoé du musée de Guéret. Et aussi vous remercier également pour votre venue ce soir. Donc, je suis effectivement le directeur de la société IMA Solutions. Je tenais aussi à remercier l'aimable participation d'amis et collègues du British Museum qui ont travaillé avec moi à l'analyse de la momie de Guéret, notamment Daniel Antoine, qui est le conservateur du département de bioarchéologie du British Museum, qui a notamment travaillé sur l'analyse dentaire de la momie pour déterminer son âge, et Marie Van den Busch, qui est docteur en égyptologie, et qui m'a un petit peu aiguillé aussi sur les amulettes et des exemples d'amulettes comparables qu'on peut retrouver dans les collections du British Museum. IMA Solutions est une société basée à Toulouse qui a été fondée en 2008, donc il y a 12 ans, et qui est spécialisée dans la numérisation du 3D du patrimoine culturel et scientifique via des technologies issues du domaine médical, notamment l'imagerie médicale, type scanner, IRM, mais aussi du monde industriel. On va utiliser des systèmes d'acquisition qui sont, par exemple, utilisés dans l'industrie aéronautique, tout ce qui va être scanner 3D surface, qui permet de faire du contrôle qualité, de l'ingénierie inverse. Et on va utiliser tous ces systèmes d'imagerie et d'analyse à des fins d'études d'objets d'art ou de collection dans les musées. C'est notamment ce qu'on a fait en 2018 au musée de Guéret, en réalisant la numérisation 3D de 18 œuvres du musée pour ensuite réaliser des impressions 3D qui ont servi à la confection de mallettes pédagogiques qui sont mises à disposition dans les écoles de la ville. Lors de notre venue en 2018, effectivement, on a vu cette très belle momie d'enfant qui était dans les collections du musée. Et il se trouve que c'est, on va pas dire une spécialité de l'entreprise, mais on travaille beaucoup avec certains musées nationaux et internationaux, comme le British Museum, le musée de Turin, à l'analyse de leurs momies, tout simplement parce que les techniques d'imagerie médicale se prêtent tout à fait à ce type d'études et à ce type d'analyse. Donc on va beaucoup parler de l'analyse scanner, du scanner, des rayons X. On va un petit peu explorer ces techniques d'acquisition de données. Le deuxième point sur lequel travaille beaucoup l'entreprise, c'est la valorisation de ces analyses auprès du grand public en concevant des expositions interactives, en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour déployer auprès du grand public toutes les découvertes qui sont faites sur ces œuvres et les restes humains anciens également. On va pour cela utiliser de la 3D, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, tous les outils numériques qui sont à notre disposition aujourd'hui. On va commencer avec un petit peu d'histoire d'analyse des momies, notamment au cours du XXe siècle. On va regarder un petit peu comment fonctionne le scanner médical, aussi appelé tomodensitométrie. On va regarder la technique de momification qui a été utilisée pour la confection de la momie de Guéret. Ensuite, on va réaliser l'analyse bio-anthropologique de cette momie, donc déterminer son sexe, l'âge du décès, etc. Et ensuite, on verra quelques autres exemples de momies d'enfants, notamment qu'on peut trouver en Angleterre ou en France. Donc on voit sur l'image à gauche Margaret Murray qui, en 1908, réalise une dissection, une autopsie d'une momie égyptienne avec ses collègues. Et on comprend bien qu'à cette époque-là, c'est la seule, on va dire, technique qu'ils ont à disposition, mais c'est une technique forcément très destructrice, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez débandetté la momie, vous perdez bien évidemment le contexte de l'étude, et c'est bien sûr irréversible. En 1968, Dawson et Gray réalisent un corpus radiographique de l'ensemble des momies du British Museum. Donc il faut savoir qu'au British Museum, il y a à peu près 140 à 150 momies égyptiennes.
Et à cette époque-là, les systèmes de radiographie n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, hein. Il fallait les transporter, les amener au musée, etc. Et ils ont réalisé comme ça les radiographies de l'ensemble des momies de la collection du British Museum. Avantage, c'est non destructif, mais par contre l'information est parcellaire ou incomplète. Il faut bien comprendre qu'une radiographie, c'est un plan de projection, et l'ensemble des tissus, des os, etc., qui sont traversés par les rayons X sont projetés sur une planche photographique. Et donc on arrive à voir des informations intéressantes. Là par exemple, on voit très bien que dans ce cercueil, ce cartonnage, on voit effectivement qu'il y a le corps d'un adolescent et on voit principalement les os. Et on a une surexposition, donc des zones très très blanches qui ne permettent pas une analyse très poussée. En 2018, on a scanné cette même momie sur les scanners de dernière génération. On obtient à peu près 3000 coupes axiales au scanner, et à partir de ces 3000 coupes axiales, on va être en mesure de reconstituer la momie dans son ensemble, dans son volume 3D, avec une précision inframillimétrique. On est en général de l'ordre de 0,6 mm, en termes de 0,6 mm de précision. Évidemment, c'est non destructif, on ne touche pas à la momie, mais par contre, on obtient bien plus d'informations. Alors, les rayons X, c'est des photons qui sont accélérés à haute énergie via une anode et une cathode. Donc on va appeler ça la source rayon X, le générateur rayon X. Et ces rayons X sont découverts par Wilhelm Röntgen en 1895. Il obtient pour cela le premier prix Nobel de physique en 1901. Et pour tester sa découverte, il ne va pas radiographier en premier sa main, il va radiographier la main de sa femme. Comme ça, on ne prend pas trop de risques. Et donc, qu'est-ce qu'il observe? Il observe qu'il voit au travers des tissus mous, au travers de la peau, il voit les os et la bague de sa femme qui apparaît plus dense. Alors, les rayons X, donc ces photons qui sont accélérés, ils vont être plus ou moins absorbés en fonction de la densité des matériaux qu'ils traversent. Plus le matériau va être dense, si je prends de l'os par exemple, on comprend que c'est plus dense que de la peau ou du muscle, ces rayons X vont être plus absorbés par l'os et moins absorbés par les tissus mous. C'est pour ça qu'on a ces zones beaucoup plus sombres au niveau de l'os, et la peau et les tissus mous apparaissent ici transparents, blancs. Autre fait intéressant, c'est l'invention du scanner. Alors le scanner, qu'est-ce que c'est? Ce sont des radiographies qui sont prises, un ensemble de radios qui sont prises via un système tournant hélicoïdal. Donc on a le générateur de rayons X et le détecteur qui tournent dans l'anneau du scanner. Et ici, on a le premier scanner inventé par Godfrey Newbold Hounsfield et Alan MacLeod Cormack au début des années 1970. Ils reçoivent également le prix Nobel de physiologie et de médecine en 1979 pour cette invention. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillaient pour Electric and Musical Industries Limited, donc c'est EMI Records, qui est aussi s'occupait des artistes et des CD, des disques à l'époque. Ils avaient investi dans cette recherche-là. Au jour d'aujourd'hui, on a des scanners multi-barrettes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de réaliser des acquisitions très rapides, et notamment avec des détecteurs qui sont capables de générer des énergies différentes et qui permettent donc d'obtenir des images beaucoup plus définies et avec de meilleurs contrastes. L'examen médical, il permet d'obtenir une série de coupes en 2 dimensions. Il faut comprendre que la gauche se situe de ce côté et la droite se situe ici. On regarde les coupes en fait par en dessous. La momie,
a été amené au CH, au centre hospitalier de Guéret, et en moins d'1 minute, la momie passe au travers du tube du scanner, et on obtient à peu près 2 gigas de données, et plus de 3000 coupes axiales de ce type. Donc c'est très très rapide. Et je remercie ici le centre hospitalier de Guéret pour la qualité des données qui ont été générées aussi. Il faut bien comprendre que si on part avec des données de mauvaise qualité, on n'obtiendra jamais de bons résultats à l'arrivée, malgré tous les systèmes, les logiciels, etc. qu'on utilise. La qualité des données, c'est primordial. Voilà. Et donc on a obtenu de très bonnes qualités de données avec de très bons niveaux de contraste, avec une précision voilà, qu'on a notée ici. On a du 0,8 mm par 0,8 mm par 0,3 mm, c'est-à-dire qu'on a une coupe tous les 0,3 mm ici. Donc ça fait beaucoup de données à traiter. Qui nous permettent ensuite de reconstruire en 3D dans son volume la momie. On empile, en fait, les logiciels qu'on utilise empilent toutes ces coupes, les alignent, les empilent, et on est capable de générer des vues 3D de l'ensemble de l'objet qui est analysé ou d'une momie. Donc si on part de l'extérieur de la momie vers l'intérieur, Florence en a déjà parlé, mais sur la partie externe, on a bien évidemment alors, un cercueil, un cercueil en bois qui est composé de différents assemblages de planches. Alors au scanner c'est intéressant parce que on voit bien sûr tous ces assemblages de planches, il y a des assemblages par tenon-mortaise, il y a des queues d'aronde qui permettent de faire les assemblages aussi, notamment au niveau des pieds ici. Donc c'est assez intéressant, on voit voilà, toutes ces planches qui sont ensuite stuquées et décorées, peintes. Si on va un petit peu plus en profondeur, donc ça c'est la momie, alors là on n'a rien inventé, hein, ça on le voit, si vous allez au musée, vous pourrez découvrir la momie et voir la momie telle qu'elle est présentée ici. Mais en tout cas, bon, Florence l'avait évoqué, on a le positionnement de 3 cartonnages, un masque cartonné pour la tête, un cartonnage au niveau de l'abdomen et du thorax, et un cartonnage au niveau des jambes de la momie. Alors, en regardant de plus près, nous on pensait au niveau du scanner qu'ici on avait un repli du cartonnage sous le masque, et en fait, lors de la restauration, vous êtes aperçu que en fait, c'était un 4e cartonnage en fait. La prochaine conférence. Ah, merci. Okay, d'accord. Alors, vous en saurez plus la prochaine fois. C'est ça, exactement. Pardon, je sais. La restauration, on fait aussi des découvertes. C'est une des découvertes parmi tant d'autres dans la restauration. Si on regarde la technique de bandelettage, on observe qu'elle a été réalisée principalement en 2 étapes, qu'on voit très bien sur les coupes scanner, au niveau des jambes et des membres. Donc ici, cette coupe ici, elle est au niveau des bras. Ça c'est l'avant-bras, ça c'est l'humérus, ça c'est l'avant-bras, ça c'est l'humérus gauche. Et ici c'est au niveau des jambes, donc on est par là. Vous voyez qu'on observe un ensemble de couches concentriques, ici et ici. Ces couches concentriques de bandelettes, elles sont très très fines et elles sont imprégnées de résine. Ça, c'est la première phase de bandelettage de la momie du musée de Guéret. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va avoir un bandelettage complet du corps. On a un premier bandelettage membre par membre, c'est-à-dire qu'ils ont bandeletté chaque jambe, chaque bras, chaque main. Et ensuite, ils ont bandeletté le corps complet de la momie. Donc on peut dire, au regard de ces coupes ici, d'une part qu'on a une très bonne conservation des tissus, mais également que le bandelettage a été réalisé de manière très soignée. Si on enlève virtuellement ces bandelettes,
ce qu'on peut faire via les logiciels qu'on utilise, et notamment les étapes de segmentation. L'étape de segmentation, c'est une des étapes les plus longues, c'est-à-dire qu'on va séparer les différents éléments qui constituent la momie, on va séparer les cartonnages, on va séparer les bandelettes, on va séparer les amulettes, on va séparer le corps du reste des bandelettes. Donc ça, c'est le plus gros, on va dire, du travail. Mais une fois qu'on l'a réalisé, on est capable d'obtenir des reconstructions, on va dire 3D, de très haute qualité, et surtout qui nous permettent de conserver un maximum d'informations. Si on enlève, une fois qu'on a virtuellement enlevé les bandelettes, les 2 couches de bandelettes, on va trouver alors, des choses assez exceptionnelles. Une très belle amulette type colonne de papyrus. Je vous ai mis un exemple à côté qui est dans les collections du British Museum, mais celle de Guéry est un petit peu plus détaillée encore. Donc c'est une très belle amulette qui fait à peu près 6 cm de haut. Et au-dessus, 1, 2, plus de pile. On voit... Ça marche ou pas? Ah non, c'est peut-être l'autre. Non, c'est bon. Hein? Ok, bizarre. Hein? Ok. Je vais me rapprocher un petit peu. C'est pas grave. On voit aussi autour des avant-bras 2 bracelets. On en a aussi un à chaque cheville, on le verra après. Ces bracelets, on a fait quelques recherches. Et on a un très bon exemple aussi du British Museum. Donc c'est une amulette, un bracelet qui est dans les collections du British Museum, qui a priori appartenait également à une momie d'enfant. Et on voit une tête de serpent ici. Donc c'est une amulette, voilà, avec le symbole du serpent. Et on a probablement un bracelet qui ressemble fortement à celui-ci, qu'on retrouve à 4 reprises donc dans la momie de Guéret. On a trouvé 1, 2, ah, c'est lui. On a également trouvé une amulette assez, je dois dire, assez rare, en forme de pyramide. Donc une amulette de forme pyramidale au niveau de l'épaule droite de la momie, qui fait à peu près 1 cm, sa base fait à peu près 1 cm, donc toute petite. On a eu du mal, enfin j'ai eu du mal à trouver un équivalent dans les collections. Donc c'est une amulette assez rare, qui peut être a priori aussi un sceau égyptien. Bon. À vérifier. Autre toute petite amulette, qui fait moins d'1 centimètre, une petite amulette cœur, qui a été positionnée au niveau de l'avant-bras droit. Au niveau des chevilles, on retrouve ces bracelets. Alors sur la cheville droite, on a visiblement un bracelet qui devait être dans un métal différent, qui s'est détérioré, qui s'est probablement oxydé, ou en tout cas il y a une réaction chimique qui a fait que il s'est désagrégé. Alors, on est capable de dire que c'est du métal. Par contre, on n'est pas capable de dire si c'est de l'or, de l'argent ou un autre métal. On sait que c'est du métal, mais on ne sait pas quel métal. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que l'or ne s'oxyde pas. Donc c'est sûr que ce bracelet qui était ici n'était certainement pas en or, ça c'est une certitude par contre. Alors, ça c'est une découverte assez exceptionnelle. On a un rouleau
de papyrus ou de textile. Mais on a tendance à croire que c'est plutôt un rouleau de papyrus, peut-être du livre des morts, avec un texte funéraire du livre des morts. On a un exemple de ce type de papyrus qui a été déroulé, qui est dans les collections du British Museum. On a exactement les mêmes dimensions en termes de largeur. On est à peu près sur 3 cm et demi, 4 cm de hauteur. Donc c'est des tout petits rouleaux de papyrus qui sont probablement inscrits d'un texte du livre des morts ou autre, peut-être le nom de la momie. C'est une possibilité. Mais en tout cas, c'est assez exceptionnel. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il est positionné juste au-dessus de l'amulette colonne de papyrus. Donc, d'un point de vue technique de momification et égyptologie, c'est assez intéressant. On va maintenant aborder la partie médicale et bioanthropologique, enfin un petit peu, notamment avec l'excérébration qui a été réalisée par les embaumeurs. On a une momie d'enfant qui a été excérébrée par voie transetmoïdienne. Alors l'ethmoïde, c'est un os que vous avez à la base du nez, à la base du crâne au niveau du nez. Et les embaumeurs passaient par les narines, venaient casser cet os qui est assez fragile pour accéder à la cavité endocrânienne. Ici, on voit que ça a été très très bien réalisé, elle est très fine. Ça nous arrive devant des momies où c'est bien plus endommagé ou bien plus fracturé. Donc ils ont pris grand soin en réalisant cette intervention. Sachant qu'en plus on est sur une momie d'un très jeune enfant. Donc d'autant plus, j'ai envie de dire, fragile au niveau osseux. Donc là on a la voie d'excérébration typique par voie transetmoïdienne. Et donc un retrait complet du cerveau. Au niveau de l'éviscération, on a ici alors quelque chose de très classique, une incision qui est pratiquée sur le flanc gauche, qu'on voit donc ici. Les embaumeurs accèdent par cette voie-là, vont retirer les organes abdominaux et thoraciques, sauf le cœur, d'après les écrits. Et ensuite, ils vont réaliser des paquets canopes qui vont ensuite repositionner à l'intérieur de la momie. Donc nous, c'est le cas qu'on a ici. On voit que les paquets ont été repositionnés à l'intérieur et que de la résine a été coulée à l'intérieur de la cavité abdominale et thoracique. Donc on a les organes qui sont dans des paquets, qui sont eux-mêmes noyés dans une résine qui devait être très liquide et qui devait participer aussi à la conservation du corps. On notera également un fait intéressant. Ici, vous avez la peau de la momie. Ici, c'est la première couche de bandelette. Et on voit qu'entre les deux, il y a un vide de plusieurs centimètres. Ça sous-entend que la momie, quand elle était bandelettée, n'était pas complètement déshydratée. On a eu un bandelettage qui a été réalisé avec une momie pas entièrement déshydratée, qui a fini sa déshydratation au fil du temps, une fois bandelettée. Et donc, en fait, les tissus se sont ensuite affaissés. On va maintenant aborder l'analyse bioanthropologique qui va nous permettre de déterminer le sexe de cette momie, son âge et l'état du corps. Puisque comme vous l'a dit Florence tout à l'heure, malheureusement, on n'a pas le nom de cette momie, on n'a pas d'informations sur son nom, sur son âge, inscrite sur le cercueil. Et donc, du coup, il va falloir déterminer ces éléments-là via l'analyse bioanthropologique. Alors, on n'a pas besoin d'être un spécialiste en bioanthropologie, dans notre cas, pour s'apercevoir qu'il s'agit d'une petite fille. Alors, je ne vous ai pas fait une vue agrandie, mais je peux vous dire que voilà, il ne s'agit pas d'un petit garçon, il s'agit d'une toute petite fille. Voilà. Pour déterminer l'âge, on avait une analyse radiographique qui avait été réalisée au milieu des années 80, avec
un âge qui était estimé à 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. En réalisant une analyse bioanthropologique, notamment basée sur la croissance dentaire, il faut savoir que pour déterminer l'âge d'un tout petit enfant, il faut se baser sur l'analyse de la croissance des dents. Ici, notamment de la couronne des dents et des racines des premières et deuxièmes molaires. Si on fait cette analyse sur la momie de Guéret, on a une estimation de l'âge à 2 ans, plus ou moins 8 mois. Donc il s'agit d'une petite fille de 2 ans, plus ou moins 8 mois, à l'âge de son décès. Ça corrobore aussi les dimensions du corps. Alors si on mesure ici, on obtient 78 cm, on peut dire que, en prenant en compte le phénomène de déshydratation, de rétractation des tissus, etc., on a voilà, un enfant qui devait mesurer à peu près 80-82 cm. Donc ça correspond effectivement à la taille d'un enfant d'environ 2 ans, 2 ans et demi, quoi. Il y avait aussi une grosse question lors de l'analyse radiographique qui avait été réalisée dans les années 80. Apparemment, il y avait la cause du décès aurait été causée par un choc sur l'arrière de la tête. Alors, il n'en est rien. En fait, on n'a pas de fracture observée au niveau des os du crâne. On a une dissociation des os, mais clairement post-mortem. On a clairement un appui. Alors, cet appui, cette force directionnelle verticale qui a été appliquée du haut vers le bas, elle est visible sur le masque, sur le cartonnage du masque. On voit qu'il a été écrasé. Et donc cet écrasement a effectivement enfoncé l'os frontal vers le bas et ici a fait remonter l'occipital vers le haut. Après, on n'a pas de fracture en étoile, on n'a pas de fracture sur les os du crâne, ils sont juste disloqués, ils ont juste bougé. Et donc on ne peut pas considérer que ça serait que la cause de la mort serait un choc violent reçu sur l'arrière de la tête de l'enfant. C'est souvent un débat quand on a des découvertes sur des momies, etc. On aimerait connaître souvent la cause du décès de la personne. C'est très peu souvent le cas quand on arrive à le déterminer, quoi. Très peu souvent le cas. Il faut savoir que la mortalité infantile en Égypte ancienne était assez élevée. Donc les causes probables de la mort de cet enfant seraient probablement une maladie, plutôt qu'un traumatisme ou un choc. On n'a pas relevé d'autres pathologies visibles. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les tissus mous, les muscles, la peau, sont très bien conservés. Très bien conservés, ce qui veut dire aussi, on voit même, on voit les oreilles sont toujours là. On distingue un petit peu son visage, mais en tout cas, on a une momie très bien conservée, et ça dénonce une très haute qualité de momification, notamment sur les onguents qui ont été utilisés, les baumes qui ont été utilisés. Voilà, l'ensemble de la qualité de la momification a fait qu'on a une momie qui est très bien conservée. Si on prend d'autres exemples, alors j'ai essayé de trouver des exemples de momies d'enfants correspondant à peu près à la période de la momie de Guéret et à peu près du même âge. On a ici la momie EA22108 du British Museum, petit garçon âgé de 2 ans plus ou moins 9 mois, âge déterminé avec la même technique de croissance dentaire. Période romaine, alors on est postérieur à la momie de Guéret, trouvé à Awara sur le site fouillé par Petrie en 1888. Et on voit qu'on a déjà sur l'extérieur, on a un cartonnage, on va dire une technique de momification déjà visiblement différente, juste en regardant l'extérieur de la momie. Et quand on regarde à l'intérieur, via le scanner, ici on a les bras le long du corps, sur la momie de Guéret, on a les bras qui sont croisés. On n'a pas d'amulette, on n'a pas de papyrus. Les tissus mous sont bien moins conservés. Donc on a, voilà, ici, une technique de momification qui est différente déjà.
sur une période de temps, on va dire à maxima, qui est 200 ans, 300 ans d'écart, maximum. Voilà. Autre momie d'enfant, de la collection du British Museum, momie d'un petit garçon, période romaine, découverte, alors c'est intéressant, dans la même tombe que le précédent. Si on regarde, on a un style sur les cartonnages, sur les bandelettes, qui est totalement différent du précédent, et pourtant ils ont été retrouvés dans la même tombe, sur le même site de fouille. Fouillé aussi par Petrie en 1888. Alors c'est un petit garçon qui est un petit peu plus âgé. Troisième exemple, une momie conservée à la Fondation Calvet, au musée Calvet à Avignon. Petite fille d'environ 2 ans et demi, généralement datée de la période romaine entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. Elle fait partie des 9 momies de ce type dans le monde, qui ont une momification très particulière, où on voit ici des décorations spécifiques, mais également un bandelettage très très spécifique. C'est comme si on s'était arrêté au bandelettage des membres et qu'on n'avait pas fait le bandelettage extérieur de la momie. Il y en a une conservée au British Museum, 2 à Leiden, 2 à Liverpool. Et il y en avait une qui était au musée de Rio, au Brésil, qui a brûlé avec l'ensemble du musée. Ce qui est intéressant, entre guillemets, sur la momie de Rio, c'est qu'on a pu récupérer les données de l'examen scanner qui avait été réalisé il y a une dizaine d'années. Et donc la seule trace qui reste de la momie de Rio, en fait, c'est l'examen scanner numérique qui avait été fait à l'époque. Donc on voit aussi que la numérisation du patrimoine est aussi quelque part une sécurité, une sauvegarde sur des événements malheureux qui peuvent subvenir, hein, comme on l'a vu à Rio ou à Notre-Dame. Pour revenir à nos momies, en conclusion, quand on voit la momie de Guéret et ces 3 exemples de momies d'enfants, on voit tout de suite qu'on a déjà sur l'extérieur des grosses différences de techniques de momification. Si on analyse, si on explore l'intérieur de ces momies, on va aussi observer des grandes variations sur les techniques de momification. Certaines vont être excérébrées, d'autres pas. Certaines auront été éviscérées, d'autres pas. Certaines auront des paquets canopes qui ont été repositionnés dans le thorax, les autres non, etc., etc. Donc on observe une très très grande variabilité des techniques de momification. Je voulais conclure sur une note positive quand même, pas parler toujours de la mort en Égypte ancienne. Ces enfants qu'on vient de voir jouaient aussi, comme les nôtres aujourd'hui. Et donc je vous invite aussi à explorer, au-delà des techniques funéraires et de toute la partie momie, etc., les collections dans les musées, qui sont assez peu connues et regardées, mais en tout cas il y a des très très belles collections notamment de jouets d'enfants d'Égypte antique qui sont assez fabuleux, puisqu'on s'aperçoit que les Barbies existaient déjà il y a plus de 2500 ans. Il y avait des petits chevaux en bois sur roulette qui existaient il y a déjà 3000 ans. D'ailleurs, dans l'un des objets que tu as numérisé du musée, un petit cheval en argile blanche, c'est un jouet d'enfant. Enfin, c'est un petit cheval qui a été retrouvé dans une tombe d'enfant en Creuse, et probablement un jouet du coup. Voilà, donc ça, voilà, on ne travaille jamais de manière complètement scientifique sur ces restes humains, anciens. On travaille bien sûr avec toujours cette éthique de se dire qu'on travaille sur des gens qui ont vécu il y a très longtemps. Et notre but n'est pas, il n'y a pas de voyeurisme. C'est mieux comprendre leur mode de vie, les pathologies dont ils pouvaient souffrir, mieux comprendre leurs coutumes, et bien évidemment les protéger du mieux possible. Et c'est ce qu'a
fait le musée de Guéret en lançant cette campagne de participative pour la restauration de cette très belle momie que j'ai eu le plaisir de revoir aujourd'hui et qui est encore plus belle qu'il y a 2 ans. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Benjamin. Du coup, maintenant, Benjamin va vous proposer une exploration de la momie. Alors oui, on a vu la partie technique, la partie scientifique. Ça, c'est ce qu'on a fait pendant 1 an et demi en explorant cette momie et en cherchant à trouver des informations scientifiques et de qualité. Mais l'étape d'après, c'est ce qu'on disait, c'est comment on valorise ensuite ces découvertes, notamment dans les musées. Alors je vais vous présenter une application interactive sur laquelle on travaille et qui permet de visualiser en 3D temps réel comme ça des données issues de scanners médicaux ou d'IRM. Voilà. Alors, par contre, je suis obligé de me mettre... Et du coup, je voulais vous annoncer très très tôt. Si tout se passe à peu près bien, au printemps 2021 devrait avoir lieu une 2e conférence sur cette momie, mais cette fois sur sa restauration. Puisque donc du coup elle est achevée, ça nous a permis de faire quelques découvertes et ce serait l'occasion également pour les 2 restauratrices qui sont intervenues sur cette momie, une restauratrice spécialiste de textile et une autre de couche picturale, de vous expliquer un petit peu leur travail, leurs interventions sur la momie et du coup leurs découvertes. Donc ici, on a directement injecté dans une application interactive qui tourne sur mon ordinateur portable, hein, donc qui est un bon ordinateur portable, mais qui n'est pas un supercalculateur à plusieurs millions de dollars. On a injecté l'ensemble des données de la momie, du scanner. Voilà, du scanner. Et on peut les manipuler de manière tactile en temps réel. Donc on peut réaliser l'ensemble des découpes. Allez voir à l'intérieur. Donc là on peut bien visualiser le positionnement du corps de la momie à l'intérieur du cercueil. On s'aperçoit que c'est au millimètre que ça passe. On peut enlever couche par couche les différents éléments. Alors ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a 2 couches de bandelettes. Les couches de bandelettes fines externes non imbibées de résine et les couches internes denses imbibées de résine. Alors on voit également que les bracelets, ils ne sont pas positionnés sur la peau de la momie, ils sont positionnés au-dessus de la première couche de bandelettes résinées. Voilà, on peut découper. Voilà, ici on a retiré virtuellement les bandelettes, on voit le corps de la momie, avec l'incision sur le flanc gauche ici. Notre amulette de papyrus. Le rouleau de papyrus. Ici, les bracelets. Et après, on peut appliquer différents types de filtres qui nous permettent de mettre en semi-transparence les tissus et d'aller jusqu'au squelette pour l'analyse des os. Alors si on regarde ce qu'on disait tout à l'heure à l'arrière de la tête,
si j'y arrive, c'est pas évident en tenant le micro. Voilà. Il était censé y avoir une fracture voilà, au niveau de l'occipital. Bon, on voit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de fracture. On a juste voilà, une désolidarisation des différents os du crâne. On le voit bien ici. Mais au niveau des sutures crâniennes. Voilà. Donc on a eu un écrasement du haut vers le bas au niveau de la tête, mais post-mortem. Hein, voilà. C'est pas les causes de la mort. Voilà. Et donc cette application, en général, on l'installe sur des grosses tables tactiles dans les musées, et on y ajoute. Alors là, je l'ai pas fait parce que on est là, mais on peut ajouter voilà des points d'intérêt. Donc les gens cliquent sur les points d'intérêt et ont des informations voilà, qui sont données par l'équipe de conservation ou par les scientifiques. Et donc comme ça, on peut créer des collections d'objets ou de choses qui ont été numérisées. Et le public, les visiteurs dans le musée, ont accès aux mêmes données que nous, qui ont été décryptées, décodées, et qui permettent donc d'obtenir des informations et une plus-value en fait, d'informations sur les collections d'un musée. Voilà. Si vous avez des questions. Oui. Et voilà, si certains d'entre vous ont des questions, Benjamin allait beaucoup moins vite que moi. Je suis allée très très vite pour essayer que ça ne dure pas 2 heures, parce que j'aurais pu tenir 2 heures à moi toute seule. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses que vous voulez qu'on précise, ce sera avec plaisir. Oui ? Je suis quand même étonnée que sur l'os, on n'ait pas fait de pathologie, parce que vraiment, avant d'étudier le niveau des genoux, c'était vraiment rachitisme. Pardon ? Le rachitisme au niveau des genoux. Alors, sur les genoux, alors en fait, c'est toujours très compliqué. Il y avait peut-être du rachitisme. Ce qui est très compliqué, c'est qu'on a affaire à on étudie des corps qui ont été quand même beaucoup modifiés par le bandétage, par les produits utilisés, les résines, les baumes, etc., le temps aussi. Et donc on peut avoir des modifications au niveau des tissus, notamment osseux, qui sont pas du vivant de la personne, mais qui sont dus à d'utilisation de produits de momification. Mais c'est une possibilité. On s'aperçoit aussi des fois dans les paquets Canop qu'on a les organes, mais aussi une main, un pied, qui est tombé, pareil, au cours de la momification. Donc on la momifie, puis on la remet dedans, comme ça il y a tout qui est ensemble. Et puis du coup, on va faire un pied, on va faire un faux pied, parce qu'il faut que le corps ait sa forme, pour que du coup, rituellement, le mort puisse se réincarner, etc. Enfin, revenir dans son corps. Attention, on ne se réincarne pas, mais on revient dans son corps, pour que le bas revient pour pouvoir repartir. Enfin, bref. Mais donc du coup, effectivement, le fait de... il y a aussi au cours de l'étude des momies, beaucoup de momies, notamment royales, il y a énormément de fantasmes. On s'est dit, tel pharaon est mort, telle guerre, parce qu'il y a une fracture dans sa tête. Mais en fait, c'est une momie qui avait été pillée. C'est une momie... souvent, les momies sont énormément touchées, trimballées presque d'un endroit à un autre. Et du coup, il n'est pas rare, effectivement, d'avoir ce qu'on peut interpréter comme des pathologies, alors que c'est des manipulations post-mortem. On a par exemple des pathologies. On arrive à avoir des plaques d'athérosclérose, par exemple, sur des momies égyptiennes. Alors, clairement pas dans toutes les momies, parce que ça dépend vraiment de la conservation des tissus, mais on peut trouver des plaques d'athérosclérose, par exemple, dans les carotides ou au niveau de la fémorale. Ça arrive, mais après pas tout le temps. Et c'est vrai que la problématique des momies, notamment d'enfants, c'est qu'on a des os qui sont souvent décalcifiés. Alors est-ce qu'ils sont décalcifiés parce qu'il y avait une malnutrition, etc. Ou est-ce qu'ils sont décalcifiés parce que les produits qui ont été utilisés à ce moment-là, les os sont il y a encore beaucoup de cartilage, etc. Est-ce que c'est dû à la momification elle-même, à la déshydratation rapide des corps? C'est assez compliqué à déterminer. Ouais.
Mais c'est une possibilité en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez une technique particulière pour la conservation actuellement? Du coup, je vais vous demander de remettre. Voilà, merci. Alors, pour la conservation, la principale opération, c'est ce qu'ils appellent la conservation préventive. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir à restaurer, on va influencer les facteurs extérieurs aux œuvres, et notamment ce qu'on appelle le climat, donc tout ce qui est température et humidité. Donc, on a tout simplement le chauffage. On a ce qu'on appelle des humidificateurs, donc qui vont amener de l'humidité, et des déshumidificateurs qui vont enlever l'humidité. Il y en a qu'on remplit, il y en a qu'on vide régulièrement. On va également avoir une veille au niveau des insectes, puisque il va y avoir comme tout ça, à la fois le bois du cercueil, mais également les restes humains et les textiles vont être susceptibles d'être mangés par des insectes qui mangent tout ce qui est organique. On va faire des veilles au niveau des insectes. On a des pièges à phéromones notamment. On a également des choses contre limites. Et en fait, on va essayer d'influer vraiment sur l'environnement plutôt que d'intervenir sur les objets. Et ça, du coup, c'est un dernier recours dans le cadre d'une restauration. Et pour essayer de maximiser un petit peu tout ça, on conserve l'œuvre dans une vitrine. Comme ça, elle est un petit peu isolée de l'environnement et elle est aussi à l'abri du vandalisme, des accidents humains qui arrivent aussi. Alors, moi, je voulais juste ajouter une petite chose. Oui. C'est que les découvertes qu'on fait aujourd'hui, elles sont évidemment plus complètes que celles qui avaient été faites au milieu des années 80 avec la radiographie de la momie. Mais dans 20 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, peut-être que les scanners médicaux seront, je ne sais pas, 10 fois plus précis, 50 fois plus précis. Et quand dans 20 ans la momie repassera un examen au centre hospitalier de Guéret, peut-être qu'on arrivera à déchiffrer ce qui se trouve sur le fameux papyrus qui est enroulé. Alors aujourd'hui on voit qu'il y a ce rouleau, on est incapable de déchiffrer ou de voir des écritures dessus, mais c'est une possibilité dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, peut-être plus tôt. Avec l'évolution des techniques, ça sera peut-être quelque chose de tout à fait possible. Et on dira, ah oui, mais il y a 20 ans, ils avaient vu qu'il y avait un papyrus, c'est pas du tout ça, c'est autre chose, c'est une possibilité. Voilà. Il faut savoir que voilà, c'est un instant T, on a cette technologie-là, on arrive à voir ces choses-là, mais il y a encore des doutes sur voilà, certaines découvertes qui ont été faites. C'est l'une des beautés de la chose, c'est que ça répond à des questions et ça en pose des nouvelles. Et Benjamin parlait tout à l'heure de respect vis-à-vis des momies. Je le répète souvent, mais là, il est bien sûr absolument pas question de débandeleter cette momie. Elle a eu la chance qu'on ne la touche pas. Ça n'a pas été le cas de toutes, mais même si on sait qu'il y aurait peut-être des découvertes à faire dedans, on ne la débandelettera pas et on attendra effectivement l'évolution technologique pour peut-être faire de nouvelles découvertes. Et j'ai envie de dire que ça donne raison aux musées et aux organisations qui ont cette stratégie-là. Je pense notamment par exemple au British Museum. Le British Museum, dès son origine, s'est toujours refusé à réaliser des autopsies sur sa collection de restes humains anciens. Et donc aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir analyser leurs momies via des scanners, etc. Parce que justement, ils ne les ont pas détruites il y a 80 ans, il y a 90 ans ou il y a 50 ans. Et ça leur donne raison parce qu'on s'aperçoit que quand on regarde l'évolution technologique, on peut imaginer sans trop de peine qu'effectivement dans 20 ans, on sera peut-être en mesure de trouver beaucoup plus de choses et d'avoir des techniques beaucoup plus puissantes et précises qui nous permettront d'analyser encore mieux ces restes humains anciens sans bien sûr les toucher et les détruire. Donc, en conclusion, je voulais donc vous remercier de nous avoir écoutés, d'avoir été présents ce soir, d'avoir respecté les consignes. Je suis vraiment très 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 contente de toute cette opération et des découvertes de Benjamin, puisque j'ai l'habitude de dire qu'il y a énormément de trésors au musée de Guéret, et Benjamin m'a donné raison.
Cette momie est déjà un trésor, mais c'est en plus une momie, donc, encore une fois, de très belle qualité, qui dénote du coup une petite fille, malheureusement décédée en bas âge, mais issue d'une famille au haut niveau social. Il ne manque plus que son nom finalement, mais peut-être que dans quelques années, on pourra le découvrir. Je voudrais juste bien vous rappeler, pour les premiers rangs, de rester assis, d'attendre que ce soit les derniers rangs qui sortent en premier, et puis garder au maximum vos distances pour la sécurité de tous. À très bientôt.